dans un réflexe classique décrit par Howard Baker à propos d'autres stigmates et des postures minoritaires, de se parer des attributs de l'engagement désintéressé, de nobles principes d'une idéologie bien déterminée ou d'une opportune soif d'aventure. Des mercenaires recrutés par les forces du président ivoirien. Laurent Gbagbo, interrogé sur leur motivation, illustre bien cette caractéristique. Tel mercenaire sud-africain déclare que la Côte d'Ivoire est peut-être un nouveau départ pour les mercenaires. Pour une fois, on ne peut pas nous accuser de faire un coup tordu. Ici, nous nous battons pour sauver un président démocratiquement élu. La Côte d'Ivoire était le modèle économique de l'Afrique francophone. Nous voulons la remettre sur les rails. Le défi est énorme pour nous. Fin de citation. Ces bonnes intentions sont confirmées par un autre mercenaire, pilote d'hélicoptère et citoyen français, celui-là, Gigi, entre griffes. Le soldat de fortune n'hésite pas à soutenir carrément qu'il, je cite, se bat pour des générations futures, entre griffes. Fin de citation. Je cite encore, c'est pas pour l'argent. Moi, je gagne 8 000 € par mois ici, moins qu'un pilote de ligne. Fin de citation. Mais il ajoute aussitôt, contredisant en partie son argumentation altruiste, je cite, « Le problème, c'est que Air France ne veut pas de moi. » Fin de citation. Lorsque le journaliste lui oppose la réalité des, je cite, dommages collatéraux, fin de citation, simple village, non, collatéraux, les civils Dja, lors des raids mercenaires opérés par hélicoptère contre les simples villages, il répond « C'est le prix à payer pour sauver la démocratie. Le danger aujourd'hui, c'est de voir la Côte d'Ivoire se transformer en Libéria ou en Sierra Leone. Nous sommes là pour empêcher ça. » Fin de citation. On sent que l'homme voudrait croire à son discours et voudrait surtout gagner la considération attribuée aux soldats réguliers dans son pays d'origine. Décrit le journal comme, je cite, « piqué au vif par l'attitude des soldats français de l'opération Licorne. Il réclame son désir de reconnaissance. Je cite, « Les militaires français font comme si on n'existait pas. On se bat pour défendre la même cause. Et pourtant, je sais que demain, ils peuvent me tirer dessus. C'est le boulot. » Fin de citation. Ancien militaire de carrière, il souffre de toute évidence d'avoir perdu la légitimité qui était la sienne autrefois, confronté à la présence de légionnaires français récemment débarqués en Côte d'Ivoire. Il est gagné par l'amertume. Je cite, « l'impression d'être tombé du mauvais côté de la barrière, le manque de reconnaissance. » Fin de citation. Ce profil rapidement dessiné à la faveur d'un reportage sur la situation en Côte d'Ivoire illustre cependant fort bien la réalité d'individus mercenaires aux motivations complexes et contradictoires. Pour ces raisons, il n'est pas facile de distinguer entre des mercenaires authentiques qui ne chercheraient que l'argent et des mercenaires motivés à la fois par des considérations idéologiques, une fascination pour l'action armée et l'envie de mieux gagner leur vie, voire, qui sait, de devenir riche. En fait, là, il parle vraiment, il est en train de parler des motivations. Hein. Qu'est-ce qui motive ces personnes-là à travailler dans ce genre d'activité? Donc, chacun va avoir ses motivations. Donc, ça peut être vouloir gagner mieux sa vie, ça va être l'amour pour l'action, les armes à feu, ça va être pour défendre une idéologie, etc., etc. Il n'est d'ailleurs pas certain que le pur mercenaire existe vraiment, tant est probable le devenir du combattant privé. J'ai l'impression d'avoir sauté, oui, devenir du combattant privé, qui fait rarement fortune mais prend des risques considérables. L'argent ne peut pas être la seule motivation pour le chien de guerre, au moins à ses débuts.
Il est aussi un aventurier, une manière d'opportuniste, voire un inadapté social, incapable de trouver sa place dans la société où il vit. Ça lui donne l'impression d'avoir accompli quelque chose, quoi. D'être enfin quelqu'un. Il a soif d'action. Il veut prouver à lui-même et aux autres qu'il est quelqu'un, qu'il a du courage, etc. Donc, franchement, j'ai l'impression qu'ils vont recruter, ce sont des gens psychologiquement instables. Et ce n'est pas une impression, parce que faire ça, il faut être dérangé dans la tête. Il se distingue ici de l'idéaliste, du combattant volontaire, qui s'engage pour une cause sans considération de la rémunération, simplement parce qu'il croit à la justesse du combat. Donc ça n'a rien à voir avec ceux qui, par exemple, si leur pays est en guerre, ils s'engagent, ou alors pour aller aider tel ou tel peuple, ils s'engagent de façon volontaire pour aller soutenir une cause. Ça n'a rien à voir. L'exemple archétypal de ces combattants volontaires pourrait être celui des engagés des brigades internationales, venus de toute l'Europe et même de l'Amérique du Nord, pour combattre le fascisme. Ceux-là ne fuyaient pas leurs conditions, pas plus qu'ils n'attendaient le moindre gain personnel de leur engagement. Pour eux, la guerre n'était pas un métier méritant salaire, mais plutôt un devoir exigé par des circonstances exceptionnelles pour défendre les principes menacés. Il existe, on l'a dit, des chiens de guerre dotés de convictions profondes, ultranationalistes généralement, mais elles sont rarement déterminantes dans leur engagement mercenaire. Le goût des armes et la volonté d'action, en plus de la volonté de trouver une source de rémunération, importent bien davantage et vont aider le mercenaire à choisir sa destination, son théâtre de guerre. En fait, c'est pas vraiment l'idéologie qui va être le principal critère, qui va être déterminant pour qu'il s'engage là-dedans. Ça va être d'abord sa condition de vie. Ça va être sa condition de vie, ça va être l'envie de pouvoir réaliser quelque chose, en fait, de pouvoir faire quelque chose de sa vie, de sortir. En fait, c'est sa condition sociale qui va beaucoup jouer. Il a besoin d'argent. La relation est inversée. Le mercenaire cherche d'abord l'occasion qui lui permettra, là on parle des chiens de guerre. Maintenant, en ce qui concerne, la relation est inversée. Le mercenaire cherche d'abord l'occasion qui lui permettra de gagner sa vie et de goûter au combat. Gagner sa vie et goûter au combat. Ensuite seulement, il s'efforcera de trouver à son engagement une motivation morale compatible avec sa vision du monde. Comme trouver des raisons, d'essayer de justifier ce qu'il fait, pour avoir bonne conscience, quoi. Se dire, bon, je fais ça pour une bonne cause. Les brigadistes, de leur côté, s'investissent pour ainsi dire à contre-cœur, parce que leur volonté de défendre les principes qui les animent est plus forte que leur goût des armes et de la violence. Un peu comme, on peut dire, si aujourd'hui, l'AES se fait attaquer et que tous les Africains, les Kamites, les Africains en général, s'engagent pour aller aider. Un genre de tirailleurs, mais pas forcé. Mais ils se présentent volontairement pour aller aider. Voilà, donc là, ce sont des brigadistes. Les autojustifications idéologiques et le goût de l'aventure du chien de guerre disparaissent d'ailleurs peu à peu avec le temps et l'expérience de la mort. Disparaissent peu à peu avec le temps et l'expérience de la mort. Chaque jour qui passe fait le mercenaire plus dépendant de son nouveau destin. Il n'a bientôt plus à vendre. Il n'a bientôt plus à vendre pour assurer sa survie que son savoir-faire en matière de guerre privée. Donc l'expérience. Il gagne en expérience. Donc il n'est plus là, il n'y a plus vraiment cette motivation
qu'il pouvait avoir au départ. Il le fait parce qu'il sait le faire. Les clients des mercenaires comprennent fort peu de gouvernements démocratiques, sinon par services secrets interposés. Les clients des mercenaires comprennent fort peu de gouvernements démocratiques. Bon, on va essayer de nous vendre que les pays démocratiques sont des pays occidentaux. Donc, mais je ne pense pas. Est-ce que là, il essaye aussi quelque part, de façon subtile, de dire que ces pays qui vendent soi-disant la démocratie au final, parce que c'est aussi des clients de ces mercenaires-là. Les chiens de guerre peuvent ainsi servir des présidents mal élus et adeptes de l'ethnisme le plus virulent, comme en Côte d'Ivoire. Donc, ce qu'il appelle l'ethnisme, il en avait parlé dans ce livre-là. C'est ce système en fait que la France a installé, il en parle dedans. Ce système qu'ils ont installé en montant les ethnies les unes contre les autres. C'est-à-dire que on va effrayer, il y a un parti au pouvoir. Le parti au pouvoir appartient à telle ethnie. Et donc, on va dire aux populations, si vous, parce que c'est un phénomène qui est vraiment courant, je peux prendre le cas du Gabon, qui va être très fréquent, où on va dire, si un tel vient au pouvoir, c'est telle ethnie qui vient au pouvoir, et du coup, on va effrayer les gens, les maintenir dans cette peur de voir monter au pouvoir telle ou telle ethnie, associer ça en fait aux élections. Les ethnies, ça va être plus une guerre ethnique que choisir quelqu'un qui est là pour les intérêts de tout le peuple. Parce que au final, vous êtes vous êtes une nation vous êtes censé être une nation. Mais ils vont mettre l'ethnie en avant. Et même le parti au pouvoir peut jouer avec ça. Dire, si moi je quitte le pouvoir, celui qui va arriver, il est de telle ethnie, il n'aime pas, par exemple, telle ou telle ethnie, il n'aime pas, voilà. Ils vont jouer avec ça. Un peu comme ce que la France peut faire avec l'extrême droite. Oui, s'ils viennent au pouvoir, ils vont faire ci, ils vont faire ça, et donc les gens vont vivre dans la peur, ils vont aller voter tous ceux qui se présentent face au Front National. Et donc, c'est exactement le même système qu'ils vont employer dans les colonies pour maintenir certains au pouvoir. Et c'est ce qu'il a nommé l'ethnisme. Ok. Donc, les chiens de guerre peuvent ainsi servir des présidents mal élus et adeptes de l'ethnisme le plus virulent, comme en Côte d'Ivoire, aux côtés d'un président qui n'hésite pas à affirmer son pouvoir en recourant au meurtre de ses opposants. On trouve des dizaines de citoyens français, sud-américains ou encore ukrainiens qui encadrent l'armée loyaliste complètement désorganisée. Voilà les gens qui les forment, qui peuvent former ces gens-là. Qui peuvent former ces armes-là. C'est incroyable, hein? On trouvait encore récemment, en septembre 2000, des chiens de guerre sud-africains, ukrainiens, israéliens et américains prêtant leur concours aux forces du président angolais, fort mal élu lui aussi. Pendant la guerre des Balkans, notamment en 1992 et 1995, les mercenaires renforçaient les capacités militaires de deux pays dotés de gouvernements plus ou moins bien élus, mais ultranationalistes et par conséquent en guerre l'un contre l'autre. Ils faisaient quand même des choses assez extraordinaires, ces colons-là. La Croatie accueillait entre autres des mercenaires allemands, français, anglais, etc., tandis que la Serbie intégrait dans son armée des hommes venus plutôt de Grèce, de Macédoine, etc. En Croatie, le mercenaire américain Bob Crott raconte qu'il était payé l'équivalent de $250 par semaine en Deutschmark pour enseigner aux soldats les bases du combat terrestre, c'est-à-dire, je cite, tout depuis les patrouilles
en petites unités jusqu'à la descente en rappel, l'utilisation au combat de bateaux pneumatiques. Nous faisions tout ce qui allait du combat d'homme à homme à l'utilisation de mines dans la guerre, des patrouilles de longue distance, les missions de reconnaissance, les communications et la lecture de cartes. C'était comme une école de rangers, sans le manque de nourriture et le stress. Non mais... Quelques mois plus tard, c'est dans les rangs de l'Armée de libération nationale du Kosovo, ANL, que l'on retrouve la trace de chiens de guerre. Ils sont 12 anciens soldats britanniques à combattre les forces macédoniennes dans la région de Kumanovo, aux côtés d'au moins 2 mercenaires hollandais et un Allemand. Aucun d'entre eux n'est d'origine albanaise, mais ils ont déjà pris part aux combats de guerre de Croatie, de Bosnie et du Kosovo. Mais c'est quoi ces gens, sérieusement? Les autorités macédoniennes accusent l'Union européenne et les États-Unis d'encourager l'ANL, ils ont appelé la Libération nationale du Kosovo, et de ne rien entreprendre pour empêcher l'engagement de mercenaires européens dans ses rangs. L'Union européenne voit, sait, mais ne fait rien. Le gouvernement de Macédoine a du coup recouru à des soldats privés venus de Serbie et de Bulgarie et emploie des Ukrainiens pour piloter des hélicoptères de combat achetés à ce pays. Donc comme en face, eux, ils font recours aux mercenaires, et bien eux, ils vont faire pareil. En fait, les mercenaires se préoccupent peu de la nature des régimes pour lesquels ils interviennent. Ils s'en foutent que ça soit le pire des salopards, que ça soit je ne sais trop qui, ils n'en ont rien à faire. Ils sont engagés, ils viennent, ils font ce qu'ils ont à faire. En fait, les mercenaires se préoccupent peu de la nature du régime pour lequel ils interviennent tant que ceux-ci les payent correctement. Des milliers de mercenaires américains et anglais, mais aussi quelques dizaines de Français, s'engagent sans état d'âme aux côtés de la Rhodésie du ségrégationniste Ian Smith entre 1965 et 1985. Là, c'est au Zimbabwe, ça. Plus récemment, on rencontrait des chiens de guerre aux côtés du maréchal Mobutu au Zaïre, puis de son vainqueur Laurent-Désiré Kabila. Ce dernier reçut par exemple l'aide d'une quarantaine d'anciens parachutistes du 2e REP de la Légion étrangère pour former ses soldats à partir de décembre 1999. Il faut dire qu'il gère pour former ses soldats, non. Il faut dire qu'il était devenu, autant pour moi, à la faveur d'un retournement d'allégeance spectaculaire, l'allié de la France et l'ennemi de ses protecteurs rwandais et ougandais. Je rappelle que ce livre est sorti, il me semble, en 2005. En 2005. Après la mort de François, oui, il est sorti en 2005. Verschave, il est mort en 2005, juin 2005. Le livre est sorti après sa mort. Il a écrit, il a participé à l'écriture et il est mort. Donc c'est pour dire que les événements que nous avons aujourd'hui, par exemple par rapport au Rwanda, à la RDC, etc., ça a été écrit avant. De toute façon, c'est une guerre qui dure depuis 30 ans. Donc les chiens de guerre ne travaillent pas toujours pour des gouvernements constitués, bien élus ou non. Ils peuvent mettre
leurs compétences au service de guérillas criminelles comme le RUF, Front Révolutionnaire Uni en Sierra Leone, qui a tiré en février 2001 des combattants ukrainiens et biélorusses. L'engagement de mercenaires aux côtés de la guérilla tchétchène entre 1994 et 1996 aux prises avec les commandos russes ou encore la présence de mercenaires britanniques et français dont un certain Claude Chaffard aux côtés des Contras en lutte pour le renversement du gouvernement sandiniste au Nicaragua. Ouais. Ça, on l'a lu un peu avec Marimba Annie. Il me semble aussi, il y a un autre livre, La mémoire cellulaire, l'éveil des peuples, avec Eugénie Dossa. Elle en a parlé très rapidement, mais elle n'a pas focalisé ça sur les mercenaires. Donc, aux côtés des Contras en lutte pour le renversement du gouvernement sandiniste au Nicaragua pendant les années 1980, témoigne de cette multiplicité d'engagements caractéristiques du mercenariat des chiens de guerre. Il en est... Je vais arriver, il faut que je boive. Il en est même qui trouvent à s'employer auprès des cartels de la poudre, je ne vais pas dire le mot, qui s'engagent auprès des cartels de la poudre, comme ces Israéliens qui forment les pragmatiseurs de cartels colombiens ou défendent les narcotrafics boliviens au début des années 1980. Là, on vous parle du gang de Moïse, je ne sais pas comment Misty les a appelés. Donc, ils vont travailler auprès des cartels de la poudre. Ils vont former des pragmatiseurs des cartels colombiens ou défendre les narcotrafics boliviens. En fait, en gros, ils vont former dans le domaine des trafiquants. Là. Ils vont former les gens. Ils vont les former, ils vont travailler avec eux et donc former à déjà les autres parce qu'il y a beaucoup de rivalité là-dedans, c'est plein de gangs. Et donc, dans cette rivalité-là, ils vont former des spécialistes qui vont aller déjà les adversaires, etc., etc. Voilà. Donc, ils sont recrutés pour ça, pour aller former. À quelle tâche sont employés les chiens de guerre? Au combat, bien sûr, mais pas seulement. Là, il va nous dire un peu plus ce qu'ils font. Ce qu'ils ne font pas que, oui, les enfants de David. Les enfants de David. Donc, à quelle tâche sont employés les chiens de guerre? Au combat, bien sûr, mais pas seulement. Ils sont souvent amenés à participer à la préparation de coups d'État, comme au Bénin, aux Comores et plus récemment en Guinée équatoriale. Oula, attends. Et plus récemment en Guinée équatoriale, le 18 juin 2002, un avion transportant 12 mercenaires français, partis de Paris quelques heures plus tôt, en route pour Madagascar, effectue une escale technique à l'aéroport de Dar es Salaam. Au moment de décoller, il est retenu en Tanzanie, à la demande des autorités françaises. Les autorités tanzaniennes auraient exigé en vain un document autorisant l'appareil à atterrir à Madagascar, ou les visas autorisant les 12 hommes à s'y rendre. L'avion est renvoyé en France, mais dérouté sur Lyon au lieu du Bourget, pour éviter les journalistes. Les mercenaires quittent librement l'aéroport après avoir été interrogés par la police. Librement, hein? Ces hommes auraient été recrutés par l'ancien dictateur malgache Didier Ratsiraka, qui souhaitait renverser son rival, le président Marc Ravalomanana.
l'infraction n'ayant pas été commise, ils ne sont pas inquiétés, ce qui est plutôt surprenant et suggère une certaine complaisance des autorités françaises dans le cadre d'un conflit feutré entre réseaux franco-africains. Le coup d'arrêt à cette expédition a été présenté par le ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, comme un message, c'est-à-dire la fin provisoire de certaines méthodes, comme le recours aux chiens de guerre. Les mercenaires peuvent aussi servir à cela, même si c'est à leur insu. C'est à une autre tentative de coup d'État que se sont prêtés 300 mercenaires rwandais, angolais et congolais. Les anciens officiers momboutistes, des dissidents du MLC de Jean-Pierre Bemba en Centrafrique le 28 mai 2001. Des conseillers entre griffes français les auraient encadrés, conseillers entre griffes. Le coup fomenté, donc préparé par l'ancien dictateur du pays André Kolingba, échoue à la suite de l'intervention des forces de l'allié congolais Ange Félix Patassé, Jean-Pierre Bemba et de la Libye. L'Afrique fournit désormais une grande partie des effectifs mercenaires. Pour les guerres civiles qui l'ont ramené, non mais c'est pas possible. En fait, là, vous voyez comment la chose est importée, comment nous, en retour, on s'approprie la chose. C'est exactement comme ça avec la pratique de l'esclavage. Bon, peut-être que j'ai mal lu, peut-être que ce sera autre chose. Je continue de lire. L'Afrique fournit désormais une grande partie des effectifs mercenaires pour les guerres civiles qui l'ont ramené puis maintenu au pouvoir à Brazzaville à partir de 1997. Denis Sassou Nguesso a recruté de très nombreux mercenaires venus de 4 coins du continent: Angola, Tchadiens, Rwandais, Congolais de l'ex-Zaïre, Soudanais, Béninois, Maliens, etc. Certains avaient trouvé refuge dans le pays après avoir fui leur propre guerre nationale. D'autres avaient immigré à la recherche d'une vie meilleure. D'autres, enfin, ne sont venus que pour se battre, dans l'espoir de tirer un revenu suffisant pour assurer leur survie et peut-être leur enrichissement en cas de victoire de leur leader. Ça veut dire que même la plupart du temps, quand il y a des élections, ceux qu'on envoie mater les révoltes, ce ne sont même pas les autochtones de la région, de la surface, de la terre, de cette, j'ai du mal à dire pays, de cette zone géographique. C'est souvent des gens, d'ailleurs, qui sont utilisés pour venir mater les révoltes. Intéressant. Vous voyez comment ils entretiennent, parce que ces personnes-là, ce sont des personnes qui fuient des conditions déplorables dans leur pays, qui sont aussi fabriquées par la colonisation, le néocolonialisme. Donc, ils entretiennent exprès les populations dans cette misère-là, pour ensuite les utiliser pour faire ce genre de boulot. Donc, c'est une roue infernale. C'est une roue infernale. L'Afrique de l'Ouest est également touchée massivement par le phénomène, à la suite de l'embrasement du Libéria et de la Sierra Leone, puis de la Côte d'Ivoire, mais aussi de conflits plus anciens, comme en Casamance. Si l'on en croit le président du Sénégal, Abdoulaye Wade, il y aurait près de 10 000 mercenaires dans la sous-région du continent qui comprend son pays. La Guinée-Bissau, la Gambie, la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée. Il évoque, je cite,
des gens qui n'appartiennent pas à un pays déterminé, qui ne sont pas des soldats réguliers, qui sont armés et se promènent, commettent des forfaits dans nos pays. Vous voyez comment eux, les colons, ils faisaient ça chez eux? Comment ensuite c'est déplacé et ça devient une pratique africaine. Voilà. Après on dira oui, non, on a toujours été des mercenaires, on sait toujours, voilà. Vous voyez comment ils arrivent à importer ou même à exporter, parce que c'est de chez eux à chez nous, ils arrivent à exporter leur façon de faire. C'est exactement comme ça. Après, nous, on prend et ça devient une norme. Et limite, on va même se battre pour maintenir ça. Parce que c'est génial. L'exemple des mercenaires libériens engagés en Côte d'Ivoire aux côtés du général Guèye avant que celui-ci ne soit Dja. Il illustre très bien les propos du président sénégalais. Très jeune et largement incontrôlable, il pratique le pillage, les villes conquises de la région de Mans, et s'affrontent parfois entre eux. Je dirais que j'ai sauté une page. Non, c'est bon. Si les mercenaires peuvent indifféremment s'engager pour des gouvernements, des rébellions armées ou des cartels de la poudre, s'ils peuvent contribuer au renversement d'autorité aussi bien qu'à leur défense, il est certain